Un peu. Jérémy, on n'entend pas Manu, du moins moi j'entends pas. Je pense Ouais, mais c'est parce qu'elle est a priori trop loin du micro. On ouais. va peut-être de ce fait gérer les micros ensemble. Donc ce que vous disiez là, Madame Passy, c'est qu'il y a différents zooms qui ont déjà été faits. Vous en avez fait en EMFM, vous en avez fait sur le BDK. Et aujourd'hui, on se voit pour parler du Rachi S2, ce que vous avez déjà pu commencer à faire. Alors l'idée, si vous voulez, c'est que on réponde aux questions que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. S'il y a un souci de compréhension ou de la structure, c'est-à-dire ces bilans-là, quand est-ce qu'on les applique, à quel moment est-ce qu'ils sont utiles, voir si vous avez une question pratico-pratique sur des détails de calcul ou quoi que ce soit. Alors d'ores et déjà, est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui, j'aurais une question, moi, s'il vous plaît. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous ayez les caméras ouvertes et qu'on voit qui parle, quoi, pour savoir un peu. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est qui c'est? Monsieur Barbet, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Oui. J'aurais une question par rapport à l'équilibre du bassin. C'est quand on fait les flèches du rachis, le bassin, on doit l'équilibrer dans le plan frontal, mais on se posait la question s'il fallait aussi l'équilibrer dans le plan sagittal. Dans les différents plans, il faut l'équilibrer. Il faut faire une évaluation sur les différents plans. Parce que il faut bien noter que une déformation qui agit sur un plan va avoir, si on part par exemple de l'attitude scoliotique ou de la scoliose plus particulièrement, elle va agir sur les trois plans. Donc il faut que votre bassin soit équilibré dans cette situation-là. Oui, d'accord. Mais du coup, dans le plan sagittal, je vois pas trop comment on peut l'équilibrer le bassin, à part demander au sujet lui-même de rétroverser ou antéverser selon le déséquilibre. L'équilibre stricto sensus, celui que nous, on va chercher à contrôler, à compenser, se fera dans le plan frontal. Après, par rapport au plan sagittal, oui, il y aura une question d'équilibration, mais si vous voulez, qui est un tout petit peu différente, dans le sens où on imagine une personne qui ne présente pas, par exemple, d'hyperlordose, et qui, dans le cadre de vives contractures au niveau des spinaux, créerait cette hyperlordose-là. Donc à la limite, on va pouvoir demander au patient s'il arrive lui-même à venir inverser cette tendance-là. Ça peut être également une tendance qui soit protectrice. Le patient a mal, alors il va rétroverser. Et à ce moment-là, on va pas demander au patient essayez de vous remettre dans une position plus harmonieuse. Mais ça, on va dire, c'est des cas un petit peu particuliers par rapport au S1 et notamment par rapport au cal que vous allez pouvoir mettre sous les membres inférieurs. C'est évidemment pour le plan frontal. Et c'est vraiment ce plan frontal-là qu'on va chercher à équilibrer. Et je vous retourne la question, Monsieur Barbet, et je vous la retourne à vous et également à tout le monde. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi Bah, est-ce qu'on mettrait le cal? Pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas? pour moi, c'était pour justement regarder que les différentes déformations soient bien au niveau du rachis et que ça ne provienne pas de déséquilibre au niveau du bassin et pour ensuite pouvoir avoir une mesure fiable et reproductible sur la longueur. Oui, c'est pas mal. Oui. Après, il y a le train porteur. C'est aussi cette influence du train porteur qu'on veut un peu, je vais pas dire éliminer, mais toute atteinte du train porteur peut avoir une influence sur ce rachis. Donc, il vaut mieux partir sur un bassin qui est équilibré. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Si vous êtes arrêté, c'est soit vous avez quelque chose qui est descendant, soit plutôt ascendant. Or, en fait, quand vous êtes penché depuis quelques heures maintenant sur le bilan subjectif, d'accord? Plan frontal, de face, de dos. Et donc, vous avez pu observer, voir, mesurer ce qui se passait au niveau du train porteur. Et déjà là, vous avez pu vous rendre compte, est-ce que c'était une différence de longueur d'un membre inférieur? Est-ce que c'était un bassin déséquilibré dans le plan frontal? Donc tout ça, vous l'avez déjà observé, d'accord? Donc on peut suggérer que si vous avez des flèches à mesurer dans le plan frontal,
donc avec une dévassion rachidienne de type scoliose, on peut imaginer qu'une des premières causes est en ascendant, c'est-à-dire que c'est un déséquilibre du train porteur, anomalie de longueur ou déséquilibre du bassin d'un plan frontal qui va expliquer finalement cette correction et cette oui, puisque le corps finalement va s'équilibrer et la posture est nécessaire pour que le regard soit le plus horizontable possible. Et puisqu'on est finalement un savant empilement, il y a le fait qu'il y ait une anomalie dans le plan frontal d'équilibre du bassin, fait qu'il va y avoir des corrections par les courbure contre courbure, d'accord? Or le problème, c'est que là, si vous avez une anomalie de longueur, c'est aussi un moyen pour nous de voir si effectivement, en rééquilibrant le bassin avec ces petites talonnettes ou ce que vous voulez, vous allez à nouveau avoir un équilibre du bassin, vous allez compenser la différence de longueur d'un des membres inférieurs, et en théorie, c'est peut-être aussi comme ça que quand vous avez une différence de longueur du bassin, vous allez avoir peut-être une attitude scoliotique, c'est-à-dire que là, le patient il va s'équilibrer comme il peut, et dès que vous allez rééquilibrer le bassin, vous allez voir une diminution des courbures, d'accord? Et donc là, c'est simplement positionnel, alors qu'une scoliose va être structurelle. Vous allez avoir votre point de repère avec un bassin équilibré, vous n'allez rien changer aux flèches supérieures, pour autant, pour être sûr que vous soyez le plus reproductible possible, vous équilibrez votre bassin et seulement là, vous allez quantifier vos flèches. D'accord? Donc, c'est là encore une forme de raisonnement. D'où ça vient? Et tout ça vient des quelques heures que vous avez passées avec vos profs de rachis à observer l'équilibre, enfin pas l'équilibre, mais à observer votre patient sur le plan subjectif, à avoir fait toutes vos quantifications, vos mesures au niveau du train porteur, et c'est tout ça qui va guider. Vous avez fait des hypothèses, et c'est ça qui, avec ces hypothèses, vont vous permettre de chiffrer un petit peu plus, et c'est tout à fait comme ça, par exemple, que vous allez observer qu'il n'y a pas de correction de la courbure, et puis que vous allez faire vos flèches, et là vous vous dites, ah là, je suis quasiment sûre que ce gamin-là, parce que j'ai encore parlé de pédiatrie, mais ça, on pourrait très bien trouver ça, et Hélène, elle va pouvoir plus répondre à à avoir une orientation plus adulte âgé, mais en tout cas c'est comme ça, que par exemple pour un enfant que vous allez voir pour un autre problème, vous allez faire ce bilan-là très rapidement. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va pas, vous allez aller un petit peu plus et mettre des hypothèses, et vous allez finalement renvoyer le gamin chez le médecin en disant, là je pense qu'il y a nécessité d'aller faire de l'imagerie, parce que je pense il y a quelque chose en sous-jacent. Mais là, vous allez pouvoir étayer votre demande auprès du médecin en disant, j'ai observé ça, j'ai quand même plutôt l'impression que les processus épineux sont pas alignés, est-ce qu'il y a moyen d'aller explorer par une radio? D'accord? Et c'est aussi discriminant, parce qu'on n'envoie pas faire une radio à n'importe qui, n'importe quand, donc c'est votre œil de kiné, qui va déjà, potentiellement, puisque vous avez une bonne connaissance à force déjà de vous observer, vous, déjà en étant a priori sain, mais vous allez agréger tout ça, et c'est vous qui allez finalement être plus sensibilisé à ces aspects cliniques, pratiques, et qui allez pouvoir renvoyer vers quelqu'un si vous observez quelque chose comme ça, par exemple. Mais si vous voulez être entendu dans ce que vous demandez, c'est-à-dire que vous justifiez, c'est un peu ce qu'on vous demande ici à l'école, c'est-à-dire que le fait d'être très argumenté, je vois ça, donc je vois ça, j'émets l'hypothèse qu'il y a ça, je vérifie, moi je pense que je suis plutôt par là, le médecin il va lire et il va normalement vous entendre dans ce que vous dites. Si vous dites, écoutez, il faut faire une radio parce que je pense, vous voyez un petit peu le schéma? Voilà. Ouais. Hélène, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ce qui est intéressant par rapport à votre remarque, M. Barbet, qui est un début de piste de réflexion et des apports de Mme Passy, c'est que là, vous vous rendez compte que le rachis se retrouve à un carrefour d'influence, c'est-à-dire que tout ce qui a ascendance, tout ce qui concerne le train porteur va avoir une influence sur votre rachis. Et c'est aussi pour ça qu'on vous parle d'équilibrer votre bassin, pour éliminer cette cause, plus ou moins, quoi. Et de voir quelles conséquences, comment la personne réadapte sa posture par rapport à cet élément-là. Et vous avez le même, alors on ne fait pas de rééquilibrage au niveau de la ceinture scapulaire, mais vous avez la même réflexion qu'on peut avoir sur les membres supérieurs et la partie rachis, partie haute, rachis thoracique, qui peut avoir des conséquences sur le bassin. Donc c'est vraiment, vous êtes à un carrefour du corps qui va avoir une influence
par les membres. Les membres vont influencer sur cette posture et ce positionnement. Donc, il faut que vous alliez jusqu'au bout de votre réflexion, Mathieu Barbet, parce que là, vous avez l'air d'être dans le démarrage. Mais qu'est-ce qui fait que le bassin, qu'est-ce qui est en lien? C'est ce train porteur. Ok. Et c'est important parce que sur l'aspect gériatrie, c'est que les problématiques de rachis vont s'augmenter et s'exagérer avec l'avancée en âge parce qu'il y a une dégénérescence des structures musculaires qui apparaît avec le vieillissement. Et il y a l'arthrose aussi qui vient influencer toutes vos surfaces articulaires et qui fait que on retrouve une dégradation une dégradation des attitudes de votre rachis avec le vieillissement de la personne. Ok, merci. De rien. J'ai une question qui découle de ça. Lors d'un bilan dynamique du rachis, pardon, excusez-moi, je sais pas si vous me voyez. Oui. Lors d'un bilan dynamique du rachis, est-ce que là aussi on doit équilibrer le bassin en cas de différence de longueur de membre, par exemple, ou par exemple pour le test de Schaubert ou de Croisier, est-ce que les causes ascendantes peuvent avoir un impact sur ce bilan et du coup il faudrait rééquilibrer le train, enfin le bassin, ou pas? Ça veut dire. Allô, vous nous avez entendu? Oui, donc votre question, pour résumer, c'est quand je fais un Schauber, par exemple, dois-je ou non équilibrer le bassin? Oui, lorsqu'on fait un test, un bilan dynamique du rachis. Dynamique avec, par exemple, le test quand on vient chercher la distance main-sol, etc. Ouais. Alors, je vais vous faire la réponse qu'on fait souvent aux étudiants et qui, en première année, parfois, cette réponse-là vous ne satisfait pas, mais au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que c'est ça la réalité. La question que vous devez vous poser, c'est pas dois-je équilibrer le bassin? La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que le bassin va avoir une influence sur mon Schauber? C'est-à-dire que si vous êtes face à un patient où, clairement, il n'y a pas d'impact, admettons, il y a un décalage de 1,5 cm, mais objectivement, ça ne perturbe pas votre Schauber, il n'y a pas d'intérêt. Si maintenant, parce que le bassin est décalé, ça provoque un symptôme et que ce symptôme aurait tendance à disparaître dans le cadre d'un bassin équilibré, et bien à ce moment-là, vous allez l'équilibrer. Donc ce qu'il faut, c'est avoir bien compris le Schauber, avoir bien compris l'intérêt d'équilibrer le bassin, et ensuite, c'est la situation clinique qui décide. Et là, vous serez, alors majoritairement, les bassins restent peu décalés, les inégalités de longueur, c'est pas la moyenne, ça reste relativement marginal. Un Schauber qui se cache la tronche, ça, c'est plus fréquent. Maintenant, un Schauber qui se casse la tronche en lien avec un déséquilibre dans le plan frontal, on arrive à quelque chose qui est globalement rare à très rare. Vous voyez? Donc, très classiquement, non, la situation clinique ne se présentera pas. Par contre, si elle se présente et si le déséquilibre du bassin impacte, quelle que soit la manière, le Schauber, à ce moment-là, il faudra le faire. Vous voyez, encore une fois, c'est pas oui, c'est pas non, c'est j'ai tout compris, je connais mon objectif, je sais que moi, ce que je veux, c'est avoir un regard objectif sur le plan sagittal antérieur, et ensuite je m'adapte. Je m'adapte. Si je dois équilibrer, j'équilibre. Si je ne dois pas équilibrer, j'équilibre pas. Et dans un petit coin de votre tête, vous pouvez retenir que c'est possible, mais a priori marginal. Ok, merci. Et pour revenir sur le plan sagittal, en fait, j'ai quand même pas très bien compris votre réponse. Moi, ce que je voyais, c'est que si on a une forte influence du membre inférieur, de la longueur du membre inférieur, on est d'accord que derrière, ça s'ensuit une chute sur le latéral du tronc du patient. Et si on vient mesurer la flèche, on vient chercher la flèche avec un fil à plomb, ce fil à plomb ne sera pas en regard des différentes épineuses. Donc du coup, est-ce que cela justifierait le fait de rééquilibrer le bassin? Excusez-moi, vous avez changé de question là, si vous parlez de flèche. Parce que tout à l'heure, on était sur les Schaubert. Oui, j'ai rechangé de question, excusez-moi. D'accord. Reprenez, c'est bon, c'était...
Alors, Monsieur Serre, votre question c'est si j'ai une inégalité de longueur majeure et Oui, si je fais la flèche en L3, alors je n'aurai pas d'alignement de mes processus épineux. oui. Donc du coup, je me posais la question si on vient mettre le réglé perpendiculaire en regard de l'épineuse et on réalise la projection au niveau du fil à plomb, ou alors on vient mettre le fil à plomb entre les fesses et le point haut au niveau de la nuque, et on a notre verticale comme ça. Alors, vous Mais parlez du plan dans les deux cas, frontal? je trouvais ça pas possible. Je parlais de faire des mesures dans le plan sagittal, comme la question de Monsieur Bardet, mais avec un impact, avec un décalage dans le plan frontal. Pour la mesure, j'avais du mal à savoir la procédure à faire. Ou alors si on s'embête pas et on vient équilibrer le membre inférieur avec des cales. Alors, si je peux me permettre, encore une fois, Monsieur Serre, et c'est vraiment valable pour tout le monde, et essayez tous de garder ça dans un petit coin de votre tête, c'est situation clinique dépendante. C'est-à-dire que Mhm. il y a vraiment, si vous voulez, c'est la situation clinique qui va faire foi. On prend un cas extrême, on décide de positionner un corset chez un enfant et on n'a absolument pas envie de lui mettre une talonnette. Dans ces cas-là, il faudra prendre la flèche sans correction. Ouais. Et à l'inverse, vous vous posez la question à savoir si mon patient a une semelle unilatérale, est-ce que ça va avoir un impact sur sa lordose lombaire? Et auquel cas, je vais essayer un coup avec, un coup sans, et je vais comparer ma flèche L3 et voir si j'arrive à corriger l'hyperlordose ou la délordose par une talonnette unilatérale. Donc, je pense, Monsieur Serre, que vous maîtrisez l'essentiel. L'essentiel, c'est véritablement d'avoir compris. Et ensuite, vous allez rencontrer des situations cliniques. À 16h. Mademoiselle Vinco, Pardon, excusez-moi, monsieur. je vous en prie. Vous allez rencontrer des situations cliniques et ce sont ces situations cliniques-là qui vous obligeront à telle ou telle décision. Je peux essayer de reformuler pour savoir si j'ai bien compris. Alors, oui, je termine, mais ça c'était une petite parenthèse parce que dans l'absolu, on est sur un cas rare d'une situation rarissime. Donc je pense que le raisonnement dans tous les cas va probablement beaucoup trop loin. Parce que du coup, moi, il y avait un truc que j'avais pas très bien compris, c'était l'objectif de mesurer des flèches. On est bien d'accord que ma petite talonnette, la mesure de la flèche, elle permet de montrer quoi? C'est que le patient, il a une colonne tordue, si je peux me permettre de vulgariser. Et sa colonne, elle sera quand même tordue si on lui met pas les petites talonnettes. Donc, à quoi sert de mesurer une déviation de la colonne rectifiée si derrière on ne propose pas au patient une correction de longueur de ses membres inférieurs? Eh bien, écoutez, Monsieur Serre, nous sommes parfaitement d'accord. C'est bien pour ça qu'on le fait. Oui, d'accord. D'accord. C'est ça, c'est comment il y a une déformation, provient-elle du rachis, provient-elle du bassin, provient-elle d'un membre inférieur? On ne sait pas. Alors on cherche. Et ça provient du membre inférieur, et ben là, on viendrait ça peut être aussi en clinique, on viendrait du coup réaliser 2 opérations, une fois avec et une fois sans les talonnettes. Ouais, puis on compare. Okay. Et comme ça, on peut justifier que l'impact c'est bien du membre inf, ou si c'est un résultat qu'on retrouve avec talonnette sur le rachis. Alors, là, moi aussi, je poursuis la démonstration. Ce qu'on revient à dire que finalement, c'est de la réflexion, c'est du raisonnement, et que finalement, rien n'est écrit d'avance. Par exemple, dans le cas précis des enfants, Monsieur Serre, tout ce que vous faites là à la recherche de savoir potentiellement est-ce qu'une simple talonnette va permettre de rectifier des courbures et de faire en sorte que, par exemple, une attitude scoliotique largement se corrige, et bien ça va être un moyen aussi pédagogique pour expliquer aux parents l'intérêt de mettre une talonnette.
c'est de faire la démonstration. Et ça peut venir tout à fait en appui du fait que, effectivement, manifestement, il y a un lien entre les deux, cette petite différence de longueur entre les deux, mais pour éviter que ça en fasse quelque chose qui se transforme en ça y est, je trouve plus du coup, en scoliose, hein, donc avec une déformation du rachis, hein, et non pas une position telle que l'attitude scoliotique, eh bien, le fait de montrer et de démontrer l'intérêt de la talonnette va peut-être être un moyen de faire en sorte que l'observance et que les parents acquiescent au fait de mettre une talonnette constamment, alors que c'est l'été, c'est des sandales, et la petite fille, bah, elle aime pas avoir une surélévation parce que ça se voit, par exemple. Vous voyez un petit peu, hein? Ouais, je Donc, vois très bien. à la fois, ça vous sert de raisonnement, mais à la fois, ça peut être aussi tout à fait quelque chose qui va vous servir à convaincre. Donc, voilà. J'y ajoute ce que vous aviez déjà compris, hein, mais en l'occurrence, tout ce qui vous sert à alimenter votre réflexion peut aussi à la fois vous servir à mettre en place, vous, votre propre traitement gymnique, d'étirement, de ce que vous voulez, mais aussi à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de points précis que vous allez reprendre dans les choses à mettre en place à domicile et qui soient suivis. Ok? J'ai une question par rapport à ce que vous dites. Si on conseille ça aux parents, le problème c'est que on va lui faire mettre une talonnette à l'enfant. Donc ça va, si le problème vient du membre, ça compensera au niveau des courbures, du rachis par exemple. Mais du coup, quand il va enlever la talonnette, bah, les courbures elles reviendront. Donc je vois pas où est le... C'est une démonstration assez basique parce qu'en fait, il n'y a jamais une explication unifactorielle. C'est-à-dire que là, s'il y a une anomalie de longueur, il faut qu'on sache d'où elle provient. Ou quel est le stade de croissance de cet enfant? Est-ce que c'est un petit enfant? Est-ce qu'il y a une anomalie de longueur constitutionnelle? Est-ce que finalement on va faire un bilan un an plus tard et on va observer est-ce qu'il y a une récupération de la croissance et est-ce qu'on est symétrique ou pas? Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir une intervention chirurgicale? Enfin, en tout cas, il y a toujours plein d'hypothèses. Et là, celle-là, c'est que je ne balaye pas les raisons pour lesquelles il y a une anomalie de longueur, vous voyez? Et en fait, eh ben, c'est un peu tout le contexte de la kiné qui en fait sa difficulté pour vous, mais qui en fait l'intérêt aussi quand on cherche, c'est que là, je referme une petite boîte au niveau du rachis, mais la boîte du dessous, moi, une fois que j'ai fait le diagnostic, je suis pas médecin. Je ne peux pas savoir ce qui se cache dessous. D'accord? Donc, c'est déjà le médecin, voir le chirurgien orthopédiste, on peut proposer des moyens de compensation. Après, s'il s'avère que l'orthopédiste pense que effectivement, ça va se régler tout seul, et ça, c'est les affaires des chirurgiens, et bien peut-être que temporairement, la mise en place de la talonnette, pendant un an, va éviter le fait que justement, cette attitude scoliotique ne devienne structurelle. D'accord? Mais là, si vous voulez, dans la démonstration, je ne me suis intéressée qu'à cet équilibre du bassin et au fait qu'en rééquilibrant, puisqu'on avait examiné ça, que le médecin, finalement, si c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, il va aussi faire cette démonstration. Et puis, rien que le fait d'ajouter 5 mm, eh bien, va permettre, bon an, mal an, hein, de faire disparaître cette attitude scoliotique. Mais je n'ai pas parlé du membre inférieur. Donc, je referme ce tiroir-là. Après, il faut aller explorer ce qui se passe au niveau du membre inférieur. Peut-être ou pas. Mais là, ça dépasse nos compétences, par contre. Ok? Nous, on peut mettre le doigt sur quelque chose qu'on va observer. Et puis après, c'est surtout renvoyer. Si ça n'a pas été pris en compte, c'est surtout renvoyer. D'accord? Ouais? C'est ce que j'avais demandé, du coup. Pardon. Du coup, en tant que kinésithérapeute, on ne peut pas prescrire de talonnette. On peut faire des observations et après on renvoie auprès d'un podologue. Alors, non, plutôt déjà médecin, parce que c'est le médecin qui va faire une ordonnance pour des semelles ou des chaussures ou ce que vous voulez. Hein. C'est une ordonnance, les podologues. Mais vous, de la même manière que... mais je pensais qu'on était prescripteur d'orthèse. Vous allez avoir une ordonnance précisée... fracture tiers inférieur de l'humérus, ostéosynthèse du temps, eh bien, prise en charge. Voilà le type d'ordonnance que vous allez avoir. C'est à vous d'aller prendre dans votre pochette de première année, ah bah tiens, bilan de la sensibilité, ça se fait comme ça, ah bah tiens, un bilan de l'œdème, ça se fait comme ça. Eh bien, à l'inverse, par exemple, eh bien,
vous constatez, je sais pas, une anomalie au niveau de la cicatrice, il y a une persistance quand même de déficit sensitif ou qui se majore, eh bien c'est vous qui, parce que vous avez vraiment des bilans très détaillés, que vous allez tracer avec une date et surtout avec une réalisation qui se veut la plus précise possible et reproductible, c'est vous qui à votre tour allez renseigner en disant tiens je constate ça, eh bien c'est un peu la même chose pour la talonnette. Vous allez là aussi constater ça et vous allez dans vos observations indiquer que eh bien l'observation et le fait de placer une talonnette sous le membre inférieur machin permet de rééquilibrer le bassin et de rééquilibrer le rachis au-dessus. Et donc, le médecin, évidemment, il va en déduire que potentiellement, la mise en place d'une talonnette va servir l'équilibre du rachis de cet enfant, par exemple. OK? D'accord. Hein Mais Donc, Alors, c'est dans les deux sens, la kiné. C'est-à-dire par que rapport vous, votre à la réflexion, question de Monsieur Serre, elle vous sert à partir du moment où vous avez une prescription. Après, à vous de savoir ce que vous faites de votre prescription. Mais c'est aussi dans l'envoi d'informations à votre tour, puisque vous avez une expérience clinique beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise que ne l'a le médecin. Hein? Mais je pensais qu'on avait quand même la possibilité de prescrire des orthèses. La talonnette ne fait pas partie de cette catégorie-là? Eh ben non, pas les talonnettes. Vous avez le droit de prescrire des Un élément aptétiniques, vous avez extérieur. le droit de prescrire des substituts il est- nicotiniques, vous avez le droit de prescrire certaines catégories de coussins anti-escar, certaines coussins catégories de matelas anti-escar. Mais ça, c'est typiquement, eh bien, en plus, c'est normalement fabriqué quand elles sont sur mesure, hein, et elles sont fabriquées par les podologues ou par des bottiers orthopédistes. Mais ça, c'est forcément une prescription médicale. Vous pouvez pas faire ça. On a déjà plein de choses à faire. Mais après, nous, on pouvait fabriquer des éléments orthopédiques. Enfin, je pensais qu'on pouvait fabriquer, par exemple, des choses pour les canaux carpiens ou des choses comme ça. Je pensais que les talonnettes, c'était dans le même cadre si on a la spécialité. Ouais, alors on va peut-être passer à l'expertise là-dessus. Ouais, enfin, on peut donner Ouais, des pardon, indications, excusez-moi. mais vous pouvez pas faire ça. Après, il y a des choses qui existent dans le commerce, ça c'est sûr. Mais alors après, là encore, qu'est-ce que présente le gamin? Et ça nécessite quand même un diagnostic médical un petit peu plus poussé. C'est une orientation que vous allez donner au médecin. Mais moi, je pense qu'il faut pas s'aventurer là-dessus jusqu'à temps que les précisions que vous allez apporter complètent ou permettent au médecin d'aller plus loin dans son diagnostic. N'outrepassez pas vos compétences de kiné, qui sont déjà très étendues. Hein, Monsieur Serre? par rapport à la... Moi, j'avais une autre question Mais je voulais juste rapporter un aspect par rapport à l'inégalité de longueur membrane. Quand vous la constatez chez une personne d'un certain âge ou d'un adulte âgé, la compensation se fait pas automatiquement. C'est un essai-erreur parce que vous pouvez amener d'autres éléments perturbateurs. C'est-à-dire que la personne elle a eu l'habitude de vivre avec son inégalité de longueur membrane, son rachis s'est organisé par rapport à ça, et on peut amener le fait de compenser cette inégalité de longueur membrane, on peut amener des perturbations et des zones douloureuses. Donc c'est de l'essai, on essaye, on voit ce que ça donne, et si ça augmente les douleurs, ça ne soulage pas la personne, on n'en met pas. C'est aussi, il faut adapter avec l'âge de la personne. Après, ça, c'est des champs que vous verrez plus tard dans l'évolution des années. Allez-y. Moi, j'avais une question concernant les scolioses dites structurelles. On est d'accord qu'on ne peut pas agir Pour la résorber, hein, je précise. il n'y a pas de traitement kinésithérapique en cas de scoliose structurelle. Alors, quand on parle d'une scoliose structurelle, la scoliose structurelle, c'est une déformation très précisément dans les 3 plans de l'espace, mais je vais pas aller trop loin parce que sinon il va me falloir 10 heures et c'est pas l'objet de ce tutorat, d'accord? Une scoliose structurelle est dite structurelle par opposition à une attitude scoliotique. Une attitude scoliotique, c'est positionnel. C'est-à-dire que justement, par exemple, en rééquilibrant un bassin, on va pouvoir modifier la posture, d'accord? À partir du moment où une scoliose est dite structurelle, on a l'observation de la déformation dans les 3 plans de l'espace, et la première visualisation, c'est celle que vous voyez de dos dans le plan frontal, avec une modification de l'alignement des processus épineux, d'accord? Et donc qui signe la rotation d'une vertèbre par rapport à une autre. Alors quand on dit structurel, c'est parce que forcément à un moment donné,
eh bien, vous allez avoir ces changements, vous allez avoir un déséquilibre musculaire, vous allez avoir un déséquilibre au niveau des hémithorax, vous allez avoir des asymétries extrêmement marquées, hein, qui vont se mettre, enfin, qui vont se visualiser. Et puis à partir d'un certain moment, sans aucun traitement, et en général c'est un petit peu cette valeur de 30 degrés, mais ça dépend du type de scoliose, où elle est située. Est-ce que c'est un contexte idiopathique ou pas? Est-ce que c'est dans une pathologie? Mais quand c'est une scoliose avérée qui a une rotation des corps vertébraux, eh bien, ça nécessite un suivi radiologique, ça nécessite un suivi médical extrêmement précis, et parfois est mis en place très tôt un traitement kinésithérapique. Mais tout ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que là encore, réponse de Normand, ça dépend. Ok? Et le structurel dépend de plein de facteurs, dépend de l'âge, dépend de l'origine de la scoliose. Est-ce qu'il y a une maladie précise? Est-ce qu'il y a une malformation vertébrale? Est-ce qu'il y a une atteinte des corps vertébraux? En tout cas, là, moi, je vais pas m'aventurer là-dedans parce que là encore, c'est des choses que vous allez voir après et qui sont beaucoup trop complexes à ce niveau. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qu'on vous a indiqué dans le mesure des flèches, c'est de faire la différence entre quelque chose qui est positionnel et donc qui est une attitude scoliotique, d'une scoliose où vous avez la visualisation et en général vous avez aussi donc une modification des courbures sagittales, mais vous avez l'alignement des processus épineux qui ne peut plus, en tout cas les processus épineux ne peuvent plus être alignés, vous avez une rotation de la vertèbre, modification des courbures sagittales, et là on est plutôt dans quelque chose qui est de type scoliose, puisque vous avez aussi en parallèle l'apparition d'une gibbosité. C'est ce qu'on vous demande de pouvoir visualiser là en ce moment. Et si vous permettez, je n'irai pas plus loin non plus. Ok? Oui, d'accord, ok, merci. Vous verrez ça ultérieurement. D'accord. Une autre question, peut-être, en sachant que dans tous les cas, on reprendra les mesures de flèches L3, S3, pardon, C3, C7 et L3 dans le cadre de chute avant et de chute arrière. Il y a une question dans le Il y a une question dans le chat. Je vais la lire. C'est ça que tu répondais Ah non, j'avais pas vu. Alors ben, du coup, Attends, ils sont en train d'avancer. Alors, concernant les flèches et les tangences, je ne suis pas certaine d'avoir compris comment retrancher. Si T6 est tangent, on peut partir sur l'hypothèse d'une chute arrière. Mais il me semble que l'interprétation des flèches ne s'arrête pas là. Il me semble que nous devons retrancher la valeur de S2, mais doit-on la retrancher sur les flèches qui se trouvent en dessous de T6, T12, L3, S2? Ou doit-on la retrancher uniquement sur L3, sommet de la lordose lombaire, ou doit-on la retrancher sur toutes les flèches de C3 à S2? Alors, je vais prendre cette question et j'avais anticipé parce que je pense savoir notamment d'où ça vient et je n'y suis pas pour rien. Alors, vous voyez, j'ai préparé ça. Est-ce que, parce qu'il y a la même question avec la chute avant. Ouais, on va rapidement les reprendre. On va rapidement les reprendre. Je ferme mon micro. Alors, c'est du PowerPoint rapidement. Ici, là, sur votre gauche, on va dire, c'est la physiologie sans chute avant. Alors, le conversé, ah, super. Sans chute avant, sans chute arrière, vous voyez, c'est assez banal. Maintenant, dans ce cas-là, ici, on a un contact en T6, ici, on a un contact en S2. La flèche L3, c'est la flèche L3, point à la ligne. Et les flèches C3 et C7 sont les flèches C3 et C7, point à la ligne. Maintenant, on va, dans un premier temps, ici, raisonner autour des lombaires, et dans un second temps, on raisonnera ici avec les cervicales et les dorsales hautes. Alors ici, on est en lombaire. Vous voyez, donc, sur la figure du milieu, mon patient est en chute avant. Donc, lorsque j'approche ici mon fil à plomb, j'ai là un contact en S2, mais je n'ai pas de contact en T6. Ainsi, apparaît une flèche en T6 et évidemment une flèche en L3. La lordose lombaire, elle va de là à là.
Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a cette distance-là qui, d'une certaine manière, nous embête, puisqu'elle ne reflète pas la lordose lombaire. Donc, lorsque je suis dans un contexte de chute antérieure, j'ai bien un contact en S2 et j'ai bien une absence de contact en T6. À ce moment-là, pour mesurer la flèche L3, je vais prendre la flèche L3 moins la valeur de la flèche T6. Ainsi, en faisant la soustraction de cette flèche-là, c'est comme si, d'une certaine manière, je recréais une tangente en T6 S2 et je vais venir définir cette flèche-là. Donc, dans le cadre de chute antérieure, où j'ai un contact en S2, la flèche L3 va être égale à la flèche L3 moins la flèche T6 pour gommer cet espace-là. Dans le cadre maintenant d'une chute postérieure, j'approche mon fil à plomb. Ici, je suis au contact de T6. Par contre, je n'ai pas de contact en S2. Je me retrouve dans un contexte donc de chute postérieure. Ma flèche L3 là va prendre en considération la lordose lombaire, mais malheureusement va aussi prendre en considération la chute postérieure pour gommer cet effet de chute postérieure de manière à avoir un fil à plomb qui, dans l'imaginaire, puisse être tangentiel à T6 et à S2. Je vais prendre, pour mesurer la flèche L3, je vais prendre la distance L3 à laquelle je vais retrancher la distance S2. Ainsi, vous voyez les deux modèles potentiels dans le cadre de chute avant et de chute arrière pour la mesure de la flèche L3. Concernant maintenant les valeurs au niveau rachidienne médio-supérieur, là ici, on retrouve le modèle parfait où on a un contact en C6 et un contact en S2. Et là, je retrouve à nouveau mon patient en chute avant. Vous voyez, j'ai bien un contact ici en S2. Par contre, malheureusement, je n'ai pas de contact ici en T6. Je vais vouloir apprécier ici la flèche C7. Je vais vouloir apprécier ici la flèche C3. Afin de gommer l'effet de la chute antérieure, pour la mesure de la flèche C7, eh bien, je vais considérer que C7 est égal à C7 moins la flèche T6. Dans le cadre d'une chute postérieure, à ce moment-là, je n'ai pas de contact en S2. Par contre, j'ai bel et bien un contact en T6. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de retrancher quoi que ce soit et j'ai bien une flèche C7 qui est égale à la flèche C7 et une flèche C3 qui est égale à la flèche C3. Et il y a juste un cas qui est extrêmement fréquent et qui n'est pas qui n'est pas sur ces modèles-là, c'est les situations où je n'ai ni contact T6 ni contact S2 parce que en raison du massif fessier, en raison des sous-vêtements ou en raison de tout ce qu'on peut imaginer, et vous devez vous en rendre compte très régulièrement en TD, on va avoir et pas de contact en T6 et pas de contact en S2. À ce moment-là, on prend l'ensemble des valeurs au premier point qu'on a, que ce soit le slip ou le soutien-gorge ou le massif fessier, peu importe, et on va, admettons qu'on ait une flèche T6 à 20 mm et une flèche S2 à 10 mm, la flèche la plus proche, c'est S2 qui a 10 mm, et donc simplement on va retrancher 10 mm à toutes les valeurs de manière à gommer l'effet du slip. Alors c'était mademoiselle Giannini qui, je crois, avait posé cette question. Est-ce que la réponse qui vient de vous être apportée répond à votre question? Oui, c'est très clair. Merci. Donc en fait, juste une Moi, je vais précision. rajouter. Allez-y, mademoiselle Giannini. Oui, c'était juste pour reformuler, pour être sûr que j'ai bien compris. Donc finalement, quand on est en chute avant et que on a une valeur positive à T6 finalement, donc on n'est pas tangent en T6, on va retrancher cette valeur sur les sommets des deux lordoses, C7 et L3. Par contre, quand on est en chute arrière et qu'on est tangent en T6, du coup, on ne retranche qu'en je sais En L3. en L3. Ok.
Alors, moi, je reprends parce que vous posiez aussi la question par rapport à T12. Et je pense que vous vouliez parler du test de Troisier. Eh bien, justement, je ne savais pas si on se concentrait uniquement sur les lordoses, hein, sur la lordose lombaire et cervicale, ou si toutes les flèches de référence étaient concernées. Je ne comprenais pas la nuance. Alors moi, pour alors chaque référent de groupe, chaque intervenant de groupe font, il y en a qui gardent le fil d'aplomb pour prendre leurs flèches en T1 et en T12. Moi, ce que je conseille aux personnes que je suis, c'est de prendre un niveau à bulle et de venir le poser au sommet de la syphose thoracique et de prendre leur flèche de T1, T12 pour ne pas être influencé par la chute avant ou la chute arrière. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Je vous vois en train de grimacer. Je vois pas trop comment on place donc le patient est debout. Alors, le patient, il est debout. Il est en sagittal, il est de façon sagittale. Il y a la courbure, la lordose lombaire, la syphose thoracique. Vous venez avec un niveau à bulle. Alors, j'en ai pas ici. On imagine que ça, c'est bon, on voit pas. Vous venez avec un niveau à bulle. Vous attendez que la bulle se stabilise et vous le posez contre la syphose. D'accord. Ce qui fait que vous pouvez prendre votre flèche en T1 et votre flèche en T12 et vous n'êtes pas influencé par la chute, par cette histoire de retranchement de flèche. D'accord. On regarde la bulle horizontale, on est d'accord? La bulle... On regarde la bulle qui est perpendiculaire à notre niveau à bulle qui est posé sur le dos. Et il faut qu'elle soit centrée. Ça marche. Ok. Et est-ce que je peux aussi poser une question au point de vue de la chute arrière? Est-ce que Monsieur Martin, vous pouvez remontrer le schéma avec les flèches, avec les lignes pointillées vertes? Voilà. Sur la chute arrière, il y a un truc qui me questionne. Est-ce que ce serait pas plus juste géométriquement si on tirait le fil à plomb entre au niveau de S2 et on viendrait le plaquer au niveau de T6 pour avoir la forme, la ligne en pointillé, et on prendrait la mesure perpendiculaire à ce câble-là entre l'épineuse L3 et la perpendiculaire à ce fil tendu. Si j'ai bien compris votre remarque, Monsieur Serre, il faut une main pour tenir en S2, une main pour tenir en T6 et une main. On peut l'accrocher au plafond et venir que le patient vienne plier le câble. Je tiens juste le câble en S2 et j'ai une main libre pour prendre la mesure avec mon réglé. Oui, mais vous avez plus la verticale comme référence. Mais permet d'avoir cette verticale, la référence de la verticale. Mais j'ai besoin juste d'un câble tendu entre T6 et S2 pour mesurer la flèche. Alors, moi, j'y ajoute autre chose aussi, Monsieur Serre, c'est que dans ce que vous suggérez, pourquoi pas. Le problème, c'est que quand on a la référence de la verticale, on est sûr qu'on va pas faire d'erreur de parallaxe, c'est-à-dire que vous avez la verticale et que le réglé, vous le positionnez en perpendiculaire au regard du processus épineux de la vertèbre dont vous cherchez à mesurer la flèche. D'accord? Ok. Quand vous vous apprêtez à prendre les flèches et que vous allez positionner votre fil à plomb, la première règle de base, me semble-t-il, c'est que votre patient adopte le piétinement sur place et soit dans sa position naturelle. Or, si vous le faites, si vous le positionnez à reculons ou comme vous voulez, mais dans une position qui va être où le patient va suivre et va se rapprocher le plus possible du fil à plomb, vous n'êtes plus dans la position naturelle. C'est-à-dire que là, forcément, vous induisez les corrections. Ok? Mais là, moi, je le fais piétiner, et je le fais piétiner en reculant jusqu'à qu'il ait contact avec le fil à plomb. Une fois que j'ai mis mon fil à plomb, c'est moi qui vient rapporter le fil pour toucher S2. Et une fois que j'ai ça, je peux faire en sorte que mon réglé soit perpendiculaire à ce câble-là, et géométriquement, ce serait quand même, j'ai l'impression, plus juste. Alors. Parce que le problème, c'est que avec votre méthode,
pas avec votre méthode, mais Avec ce qui est proposé. Après, M. Serre, vous pouvez expérimenter et voir l'aspect. Et puis après, ça peut être une idée de travail de mémoire en 4e année pour faire évoluer les pratiques. très bien. Parce que maintenant, c'est pas la nôtre. Et puis après, peut-être que vous le faites piétiner, mais j'allais donner une réponse aussi pour un mémoire. C'est-à-dire que là, vous avez un biais de désirabilité. C'est-à-dire que votre patient, il va essayer de se conformer le plus possible à ce que vous lui demandez. Ce qui vient à l'envers de cette pratique qui fait un piétinement sur place, et c'est vous qui vous adaptez au patient. C'est pas la même chose du tout. Et au-delà du fait, et c'est pas nous qui avons inventé cette méthode, parce que moi, vous doutez bien que j'ai pas fait l'école il y a 2 ans, et que c'était déjà comme ça qu'on mesurait les flèches, donc il y a quand même probablement des gens qui se sont penchés là-dessus, mais effectivement, ça peut être un bon travail de mémoire. Mais moi, le premier biais que j'y trouve, c'est ce point de départ où vous faites piétiner le patient, et le patient est sur sa position naturelle, ce qui n'est pas le cas si vous venez le mettre et lui demander de se positionner contre le fil à plomb. Donc, à partir du moment où vous avez le fil à plomb et qui est positionné, vous allez très vite, avec un peu d'habitude, à pouvoir faire, et je ne vois pas de difficulté particulière, une fois que vous connaissez cette gymnastique, à venir déduire la valeur de la flèche de T6 à L3, puisque c'est pas pour simplement une histoire de s'amuser à faire des soustractions qu'on fait ça. C'est que quand vous voulez à peu près avoir la visualisation de votre patient sur le plan sagittal, est-ce qu'il est plutôt dans la norme haute, dans la norme basse, ou est-ce que plutôt il est plutôt hyperlordosé ou délordosé? Eh bien, vous êtes obligé de pouvoir quantifier cette valeur de L3 par rapport justement à un point de tangence T6 ou S2, les deux en même temps, ou à le recréer par ces soustractions, et c'est une fois que vous avez fait ça, que vous allez pouvoir mettre en rapport les flèches et la valeur des flèches que vous avez trouvées par rapport aux normes qu'on vous a indiquées pour les lordoses cervicales, C7, et la lordose lombaire. Ok? Juste un petit rappel par rapport à tout cet aspect objectif qui est dû dans la prise des flèches ou quand vous allez faire votre bilan dynamique. Et après, l'hypoextensivité musculaire, c'est d'avoir des critères de jugement de l'évolution de votre rachis. C'est-à-dire, le but, c'est de voir si ça se dégrade ou si ça évolue de façon positive. C'est vraiment un suivi du patient qu'on a à travers un bilan. Ça sert à ça. Ça sert à voir l'évolution, positive ou négative, de votre prise en charge et de la pathologie que présente la personne. C'est le principe d'un bilan. Oui, tout à fait. Ça, j'avais bien cette notion en tête. Juste un petit rappel. Mais du coup, vous prenez les flèches à chaque séance? Bah, tu les prends au moment où tu refais ton bilan. Vous pouvez les prendre ça fait, je sais pas, 5 séances que vous l'avez vu et que vous avez l'impression que la personne a progressé, vous les reprenez. Vous avez la sensation qu'il a régressé, vous les reprenez. Parce que le but, c'est quand même d'avoir des signaux d'alerte en cas de dégradation, quoi, d'être capable de transmettre l'information et de transmettre que la chose est en train de se dégrader. D'accord. Ou ça progresse. D'accord. J'aurais une question, moi, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous disiez, Madame Passy, quand on piétine sur place. Donc, du coup, j'ai bien compris l'intérêt de piétiner sur place. Mais du coup, on a piétiné sur place, on a vu que l'équilibre du bassin était pas bon. On a mis une cale sous le pied du patient. Est-ce qu'on le refait piétiner sur la cale? Manu, tu parles? T'as ton micro fermé? Non. Jérémy? Non, personne n'est là. Après, ça dépend. Voilà, pour moi, ça dépend de la taille des cales que vous allez mettre sous son pied, parce que après, s'il a sa semelle, le mieux c'est de prendre la semelle orthopédique qu'il a dans sa chaussure, et vous pouvez la coincer dans une chaussette, quoi, d'essayer de la coincer dans la chaussette et de le faire piétiner pour qu'il ait son. Et Emmanuel, tu es en train de parler, on t'entend pas. Alors, attendez, il y a Mme Passy qui parle, mais elle nous entend pas. Oui, je vois ça.
Jérémy, Emmanuel, elle parle, mais le micro est fermé. Ah, et depuis Vous longtemps? m'avez entendu, monsieur? Non, pas du T'as tout. pas entendu? Du coup, on parlait avec Madame Marino, j'ai pas du tout entendu votre réponse. Non, depuis tout à l'heure, on doit faire la marionnette. Faut que tu reprennes ton explication. J'ai apporté une explication, mais t'en as peut-être une autre. En plus, je pense qu'on perd des infos. Ouais, ok. Bon, bah, du coup, j'ai mis monsieur Martin dehors. Non, il s'en va. Est-ce que du coup, on a rien. J'ai apporté une explication, mais. Donc, j'étais en train d'expliquer quoi? Oui, alors, j'étais en train d'expliquer que cette histoire de piétiner sur place et d'avoir le regard à l'horizontale et la posture naturelle du patient, d'accord? C'est important d'avoir la posture naturelle du patient quand on va observer dans le bilan subjectif et qu'on va s'intéresser aux flèches, puisque là, c'est quand même globalement une mesure quantitative, puisqu'on cherche avec un réglet, ok? Dans la question que vous me posez, je vais artificiellement modifier l'équilibre du bassin. Vous êtes d'accord? Donc en fait, c'est la visualisation au travers de toutes ces heures de bilan que vous avez fait ici, mais que vous allez voir avec votre patient, le bilan subjectif. Ah bah tiens, de face, de profil, ah bah ouais, effectivement, de face, de dos. Il y a une modification des triangles de la taille, ouais, effectivement, j'ai quand même l'impression de voir. Je regarde. Je vais regarder s'il y a une anomalie des membres inférieurs. Vous faites là le bilan quantitatif de longueur des membres inférieurs. Et oui, effectivement, il vous semble qu'il y a une différence de longueur au niveau fémoral, par exemple. D'accord? Vous dites, je vais faire l'hypothèse que en modifiant et en plaçant une cale de 5 mm au niveau du membre inférieur le plus court, je vais donc essayer de modifier l'équilibre dans le plan frontal du bassin, d'accord? Mais là, en l'occurrence, ça devient artificiel, c'est-à-dire que là, la posture, je l'ai modifiée, d'accord? Ce qui veut dire que là, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pas tant d'avoir la posture naturelle, c'est de savoir si, effectivement, quand le patient va se repositionner debout, avec les talons à la même hauteur, sur la même ligne au niveau du sol, et que je vais avoir visualisé quel est son équilibre du bassin. Est-ce qu'il est plutôt avec les membres inférieurs un peu plus écartés? Est-ce qu'il a plutôt les membres inférieurs à l'aplomb du bassin, dans son équilibre naturel? Je vais essayer de le replacer à peu près dans la position où il est, et moi je vais surtout regarder si cette valeur de 5 mm va modifier l'équilibre dans le plan frontal. Mais là, on peut pas parler non plus on ne peut plus parler non plus d'attitude naturelle, puisque là, moi, je l'ai modifié. Par contre, en modifiant l'équilibre du bassin, ce qui va m'intéresser, c'est de voir ce qui se passe au-dessus, puisque là, je suis bien dans l'ascendant. C'est bien quelque chose qui part du bas et qui remonte. D'accord? Donc, en fait, le fait de artificiellement recréer, enfin, en tout cas, redonner l'horizontalité du bassin, va me permettre cette visualisation ou pas. Ça marche pas à tous les coups, d'ailleurs. Okay. D'accord. Parce que vous pouvez avoir des tensions musculaires, vous pouvez avoir un rachis qui est douloureux, et le fait, alors après, eh bien, c'est aussi finalement toute l'observation, et c'est ce qui va nous guider. On peut se dire aussi que potentiellement, eh bien, placer la talonnette et se dire que ouais, effectivement, j'ai fait un bilan des hypoextensibilités. Peut-être que si je vais un petit peu étirer le carré des lombes, peut-être travailler le grand dorsal, peut-être travailler je ne sais quoi, les obliques ou je sais pas quoi. Peut-être que je vais arriver là aussi à jouer sur les tensions musculaires, et peut-être que là, oui, la talonnette, je fais le pari qu'au final, quand j'aurai rééquilibré ces tensions musculaires, eh bien peut-être que la talonnette suffira à garder l'horizontalité du bassin. Vous voyez? C'est pour ça que on repart dans les hypothèses. C'est pas un Lego qui est fixe, qui est rigide, et si je mets une cale sous le Lego, forcément ça sera comme ça. Là, ça veut dire que de mettre la cale, ça va peut-être modifier, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres facteurs. Et c'est tout l'intérêt des hypothèses et d'un bilan clinique. Sur quoi, sur quelle ficelle je vais pouvoir jouer. Et parfois on se dit en tirant cette ficelle-là, je vais arriver à ça. Et en faisant ça, vous n'arrivez pas à là, mais vous en tirez une autre surtout. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut être assez au clair finalement de ce qu'on observe. Et l'observation ou les perceptions sont fondamentales dans notre métier, et c'est ce que vous apprenez à développer en ce moment. D'accord, mais justement, ma réflexion, c'était un petit peu l'inverse, c'était de voir un peu après cette Alors, attendez, parce que là, maintenant, je vous entends plus. Ah. Alors, allez-y. Mais non, mais c'est parce que comme j'avais
Pour éviter de croiser Ah le oui, feu oui, oui. et Marcel avec Monsieur Martin, j'avais Hmm. coupé mon haut-parleur. Alors D'accord, allez-y. pas de souci. Du coup, moi, ma réflexion, elle était inverse, c'était justement de voir un peu, une fois qu'on a mis cette cale, comment le corps va se rééquilibrer au-dessus. Donc, du coup, lui donner la possibilité de se rééquilibrer par rapport à cette cale. Oui, c'est ce que Et je vous c'est pour dis. ça Ça que moi, peut être j'aurais fait les quelques pas en mettant la cale. Surtout que quand on la met, généralement, bah, le patient, et du coup, il se met en unipodal. Ensuite, il repose son pied, et bon, il le repose pas forcément comme il était au début. Et... Alors après, je vais vous dire, hein, c'est comme n'importe quel appareillage. Hein, vous allez faire un appareillage, puisque Charlie en parlait tout à l'heure, vous allez mettre en place, je sais pas quoi, une orthèse. Hein, elle Hmm. va pas marcher tout de suite. C'est-à-dire que vous avez le temps de l'habituation, c'est normal. Hein, il faut. Et puis c'est pareil. Le corps, c'est un subtil équilibre. Vous allez le positionner. Peut-être que ça va marcher. Mais c'est ce que je vous dis. Peut-être qu'il va y avoir des tensions musculaires, mais peut-être que le fait de se dire, allez, on essaye comme ça. Hein, et ben ça revient en partie aussi à une méthode essai-erreur. Hein. Hmm, hmm. Et on fait toujours, on essaye. Eh ben tiens, je te mets ça dans ta chaussure, on regarde ça, vous essayez, et moi je refais le même bilan. Mais comme j'ai été très précis dans les positions de départ, dans les valeurs que j'ai quantifiées, eh bien le fait de savoir comment j'ai structuré mon bilan, je vais me remettre dans les mêmes conditions qu'15 jours après, et là je vais voir si le bassin, ça a changé quelque chose ou pas. D'accord. Donc, Pas l'important, en vous fait, faire, oui, l'important, ça va pas être de piétiner ou de pas piétiner, ça va être sur chaque séance de faire la même chose. Si on l'a fait la première fois, on le fait systématiquement. C'est la bah, reproductibilité des choses qui va faire que vos résultats sont clés, alors j'ai utilisé un terme significatif, c'est de dire pas dû à l'aléatoire. Hmm. C'est le fait de toujours faire les choses dans les mêmes conditions, de façon toujours reproduire la même position, la même posture, les mêmes, les mêmes consignes. Hmm. Si D'accord. vous alternez, à un moment, les résultats sont faussés. Vous ne pourrez pas les analyser ou les analyser de façon fausse. D'accord, ok, très bien. mais il y a une partie des choses que vous allez apprendre à observer, à affiner, là aussi en alimentant votre cerveau, votre banque. Hein, moi, j'utilise toujours ce terme-là. Hein, vous allez emmagasiner plein de visions, plein d'expériences, et c'est tout ça où vous allez vous rendre compte que bah au final, ah bah tiens, je confronte à ça. Mais il faut un point de départ qui soit le plus structuré possible, parce que si vous partez dans tous les sens, forcément votre analyse elle est pas bonne, Hmm. puisque le point de départ il est pas bon, d'accord? Donc D'accord. vous allez partir sur quelque chose bah, qui va peut-être marcher, hein, je dis pas que ça marche pas, hein, ça, d'accord, mais déjà en plus, eh bien c'est quand même bien qu'on peut toujours critiquer les positions, l'utilisation de tel ou tel outil, mais au final, on essaye toujours de rendre ça le plus reproductible possible. On va toujours trouver des biais, hein, si on parle en termes d'études Hmm. quantitatives ou autres. Pour autant, c'est quand même bien là-dessus qu'il faut quand même appuyer notre raisonnement pour avoir l'étayer et l'étayer un peu plus finement que des impressions. Hmm. Mais ouais, la kiné, enfin, de toute façon, vous commencez à le toucher du doigt dans vos questions, hein, c'est ce que vous appréhendez, hein, c'est quel que soit le domaine d'activité, c'est de l'observation, de l'analyse, et c'est finalement une auto-évaluation, la nôtre, en tant que thérapeute. Qu'est-ce que j'ai mis en place là? La fois suivante, je regarde, est-ce que je modifie, est-ce que je fais pareil? Et vous allez aussi entendre l'évaluation du patient. Comment il sent, est-ce qu'il a moins mal, est-ce qu'il est mieux? Et c'est ça que vous allez confronter en permanence. Et ça, eh bien, c'est le signe qu'une recette n'est pas forcément la plus efficace, même si on la suit intégralement. Et justement, la recette, elle va pas suivre forcément le patient. Ok? Et c'est tout ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Et je me permets juste de poursuivre par rapport à Charlène, qui a répondu dans le chat. La première chose que quelqu'un fait quand tu lui demandes de se mettre contre un fil, c'est se redresser, c'est se tendre contre. C'est ça, hein, je comprends bien, Charlène. Et c'est cela qu'ils veulent te dire. Alors, ils utilisent. Charlène est avec Charlie, c'est ça? Là-haut, au-dessus? Non, ils sont. Enfin bref. Ah non, pardon, Charlène, vous êtes en face de moi, excusez-moi. Oui, dit autrement, mais le patient va se conformer à ce que vous lui demandez. Et c'est-à-dire que là, le fait de le laisser spontanément dans sa position, vous changez rien. Le fait d'aller toucher un fil, toucher un mur, vous modifiez. Sauf si vous en avez besoin comme un plan de repère. Voilà, c'est bon pour vous?
dans ce que je vous ai indiqué? Ouais. Je ferme mon micro. Une autre question de fond, de forme, de réflexion. Bah, du coup, si personne d'autre a une question, j'en aurai encore une, moi. Bon, allez-y. Quand on mesure les flèches sagittales du rachis, donc là, nous, on le voit en TD, soit on mesure les flèches sagittales, soit on mesure les flèches horizontales. Mais comment on va mesurer les flèches sagittales chez un sujet qui présente une convexité, droite ou gauche, sachant que les épineuses ne sont plus en regard du fil à plomb? Ah, alors, vous pouvez dans ces cas-là vous situer par rapport à la tangente, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'épineuse qui va compter, mais bien le contact. Donc c'est-à-dire que vous mettez votre fil à l'aplomb, vous l'amenez en regard des points de tangente et vous basez en projection. C'est-à-dire que si vous avez une vertèbre qui va être discrètement en rotation, vous vous mettez à la hauteur de cette vertèbre-là, sans considérer le fait de la rotation. D'accord, donc du coup, on admet une certaine marge d'erreur. Parce que du coup, avec la fameuse rotation, bah, ça va rapprocher ou éloigner le point de contact. Alors, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Ça, ce sera également à mettre en balance, puisque vous allez pouvoir également mesurer dans le plan frontal la distance entre le fil à plomb et l'épineuse sommet. Mais par contre, Monsieur Barbet, là, vous parlez dans le cadre d'une scoliose vraie, avec une véritable déformation dimensionnelle. Et encore une fois, hein, par rapport aux flèches, ce sont d'excellents outils qui permettent à moindre coût de quantifier à peu près tout ce qu'on veut au niveau de la statique rachidienne, mais ne soyons pas non plus royalistes que le roi, hein. Si vous avez un patient qui présente une déformation scoliotique vraie, c'est un patient qui, dans tous les cas, bénéficiera d'un suivi radiologique. Et là, vos flèches, vous pouvez ranger votre fil à plomb. Vous prenez le point de contact, vous admettez le fait que la vertèbre soit en rotation, vous mesurez la distance entre la verticale et la vertèbre sommet, et c'est très bien ainsi, Monsieur Barbet, et vous vous rendrez compte plus tard dans votre pratique que il n'y a pas que les flèches, il existe d'autres moyens. Donc par rapport à ça, soyez très tranquille. D'accord, oui, du coup, après, il y aura peut-être des moyens radiographiques pour avoir des mesures plus précises, j'imagine, mais nous, on admet cette marge d'erreur, quoi. Là, ouais, si je peux me permettre, Jérémy, je complète, là encore, vous êtes, dans la situation où vous êtes, et avec les flèches, vous êtes quelqu'un qui va alerter. C'est-à-dire quelqu'un où on sait, vous avez vu en plus quel est le bilan aussi que vous allez faire, c'est le bending test, où vous allez demander à votre patient un enroulement complet à partir du rachis cervical, et vous allez, avec un petit peu d'habitude, un regard rasant, vous allez apprendre tout de suite à détecter une anomalie de hauteur qui va être visualisée au niveau de la gibosité ou du sommet de la scoliose, manifeste. Enfin, ça existe au niveau lombaire, mais c'est quand même plus fréquent au niveau thoracique. Et là, faut pas se poser de questions. C'est-à-dire que là, il va y avoir un suivi radiologique, si c'est un enfant, ou même un adulte, mais un enfant, il y a la scoliose. Donc là, encore une fois, en fonction de son âge de croissance, du ricère, de la maturité osseuse, etc., ça va être un suivi soit radiologique, soit par l'EOS, ce qui est une nouvelle radio qui utilise moins de rayons ionisants. Mais c'est la radio qui va faire foi. Vous allez plus vous amuser à faire des flèches. Parce qu'il y a des enfants qui vont être suivis pas toutes les semaines, mais 2 fois par an quand même. Surtout si c'est en période de croissance. Oui, Okay. du coup, dans ce cas-là, en fait, les flèches, elles sont pas pertinentes. On vérifie juste si la scoliose, elle est vraie ou non. Et si elle est vraie, on envoie directement voir le médecin, mais les flèches ne sont plus pertinentes. Vous avez quand même des flèches, ça vous donne une indication, d'accord? Mais vous êtes lanceur d'alerte. C'est surtout comme ça qu'il faut le percevoir. Okay. Et si je peux rajouter quelque chose, et là c'est vraiment la clinique qui parle parce que j'ai eu le cas, et pour le coup ça m'a bien dépanné, vous allez avoir, alors effectivement ce sont des mesures qui vont surtout être intéressantes chez l'adolescent en développement. 10-14, mettons même avant. 11-15.
Ouais. où là vraiment on va avoir la croissance rachidienne. Vous faites un Beiling test, vous constatez le fait qu'il y a une gibbosité vraie. Vous passez un coup de fil au généraliste en disant écoutez, elle a 11 ans et une gibbosité, le médecin généraliste, bon médecin qu'il est, fait une radio, quantifie cette radio-là, et puis on a une image, une photo de la jeune à un moment de sa vie. Et puis va se suivre, si vous voulez, une ordonnance de kiné, parce que l'angle de déviation est pas très important, c'est pas spécialement nécessaire de l'envoyer à Flavigny, si vous voulez, on va le mettre dans un circuit libéral, et puis c'est tout. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, monsieur Barbet? La jeune, elle vient chez vous. Vous lui proposez une thérapeutique qui va avoir pour ambition de lutter contre cette déformation-là. Vous allez essayer de gainer, en gros, les plans antéro-postérieurs et latéraux, de manière à essayer de venir, si vous voulez, non pas que la croissance se fasse dans une structure musculaire molle, mais c'est vraiment, il y a plein de choses à faire pour essayer de contenir cette déformation-là. Et puis, il se passe 1 mois, il se passe 3 mois, il se passe 4 mois, il se passe 6 mois, il se passe 8 mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, je renvoie la gosse. Moi, je voudrais une radio. Parce que ce que je fais, ça se trouve, ça sert à rien. Ça se trouve, ça s'empire. Ça se trouve, la première radio, c'était un artefact. Vous la voulez, la radio. Le souci, vous prenez comment? Alors, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais il me semble qu'à l'heure actuelle, 4% des cancers en France sont radio-induits. C'est-à-dire que par l'usage d'IRM et de radio, si vous voulez, on va induire le cancer. Ça, je crois que c'est 4%, et c'est pas anecdotique. Qui fait que vous rappelez le médecin 6 mois après, en disant, voilà, la gosse, je l'ai vue à 11 ans, maintenant elle a 11 ans et demi, je voudrais une radio. Le médecin, il dit non, hein. Ouais, c'est ça. Il vous dit non, hein. Il vous dit, je veux bien en refaire une pour ses 12 ans, mais vous vous démerdez comme vous voulez. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, alors effectivement, potentiellement, vous n'aurez pas exactement le bon axe, etc. Sauf que si à un moment, vous avez fait le bilan initial, et que 6 mois après, 8 mois après, vous dites, waouh, ça a bougé d'1 centimètre, hein. Là, vous rappelez le médecin en disant, écoutez, moi, je me désengage. Ça a bougé d'1 centimètre, je vous dis. Et là, à ce moment-là, on va dire, OK, on va peut-être l'envoyer vers des spécialistes. Donc, vous voyez, ça reste, c'est comme beaucoup de choses, ça reste potentiellement marginal, mais si véritablement on fait bien son travail, si véritablement on reçoit un ou une jeune de 11-12 ans pour un suivi de déformation, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les radios à la carte, eh ben, il faut réussir à placer ce bilan-là. Vous voyez? Et adieu va si on a 1 degré d'écart, adieu va si on a 3 mm d'écart. Ce qui va être intéressant, ça va être surtout, peu importe la méthode, peu importe, c'est surtout avoir une photo avec nos mesures et pouvoir, là par contre, alors toutes les semaines ce serait peut-être excessif, mais on va pouvoir imaginer qu'au bout de, je sais pas moi, 4, 5, 6 mois, potentiellement les lignes vont bouger. D'accord. Oui, parce que si on est bien reproductible, la marge d'erreur, de toute façon, sera la même sur la personne. Exact. C'est Exact. ça. Ok. Et voyez, là, monsieur Barbet, vous voyez ce que vous venez de dire là? Eh bien, je vous le dis, vous avez compris. Là, vous avez compris. C'est la situation clinique qui va décider. Ok, très bien. On va sortir hors du champ du rachis, mais cette réflexion, vous pouvez l'avoir pour n'importe quelle articulation, hein. Le suivi, faire des bilans reproductibles, c'est important. Parce que ça permet dans le préventif, ou de lancer l'alerte si ça se dégrade. C'était pas une question du E6, ça, hier? Donc c'est important parce que il faut pas oublier que le patient suit la personne ou les personnes qu'il va voir régulièrement, c'est le kiné, l'infirmière s'il a des soins à domicile, alors le médecin, c'est oui j'ai mal, je vais voir le médecin, j'ai plus mal, voilà, c'est de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le rachis? On va revenir sur le rachis. Tout semble clair. Juste une précision. Alors, si quelqu'un a une question qu'il me coupe, je voudrais simplement profiter des 36 restants pour resituer ce bilan que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas, entre guillemets, on dit le bilan du rachis.
et ce n'est pas le bilan avec un L majuscule que vous êtes en train de voir là. Il faut considérer l'approche de la prise en charge du rachis, si vous voulez, comme une immense bibliothèque qui serait composée de plein de tiroirs différents, et que au sein de ces tiroirs-là, il existe des dossiers, si vous voulez, et simplement, le temps de votre S2, on ouvre quelques tiroirs, notamment celui du bilan statique, subjectif et objectif, du bilan objectif dynamique, et prochainement, vous allez voir également les tests d'extensibilité et les tests de force musculaire, globalement, si vous voulez, c'est-à-dire que vous allez ouvrir quelques tiroirs, et vous allez regarder quelques dossiers au sein de ces tiroirs-là. Vous verrez que l'armoire, elle est gigantesque, il vous faudra l'ensemble de votre scolarité pour globalement avoir visité les tiroirs, et que toute votre vie, ces tiroirs-là vont se développer et se réorganiser. Et le kiné, entre guillemets, c'est une personne qui va écouter son patient, voir son patient, comprendre un certain nombre de choses, et puis ensuite il va regarder cette grande armoire-là, et il va se dire concrètement quel tiroir je vais ouvrir pour essayer de justement comprendre mon patient. Donc c'est important à bien saisir que ce n'est pas le bilan que vous êtes en train de voir, mais simplement vous accédez là à quelques tiroirs, et pour avoir fait le listing tout à l'heure pour l'UE32 des K4, je vous assure que l'armoire, elle est gigantesque. Je dis ça parce que, potentiellement derrière, ce serait, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, ça reste très restrictif. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est beau, qui est très 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 riche. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'il existerait un endroit qui regroupe pas forcément toutes, mais une grande majorité comme ça, des bilans, des techniques, mais spécifiques vraiment à la kinésithérapie? Oui, oui, ça existe. Ça existe. Comment je pourrais... j'ai un lien en tête, je pourrais vous l'envoyer, on verra ça entre nous, Monsieur Barbet, parce que c'est pas quelque chose de tout à fait intéressant, dans le sens où le papier se laisse écrire, et la prise en charge de la lombalgie, ces 40 dernières années, elle a été renversée 3 fois, complètement. Rappelons qu'il y a quelques décennies en arrière, une sciatique, c'était 1 mois d'alitement. Vous voyez? Le nerf sciatique n'a pas changé, les lombaires n'ont pas changé, et là, c'est même pas 1 minute d'alitement. C'est aller faire un footing. Vous avez mal au dos? Bah, allez faire un footing. Vous voyez? Donc c'est pour ça, si vous voulez, on peut pas sanctuariser quelque chose, si vous voulez. C'est comme un gros processus qui avance dans le temps, qui perd des choses et qui gagne des choses. Donc, déjà, à la fin à Noël, vous aurez fini la lombalgie, enfin, tout du moins le bilan de la lombalgie, et vous aurez une armoire avec tous les tiroirs qui sont présents et une étiquette sur chaque tiroir. Après, je suis pas sans vous confier que tous les sous-dossiers dedans seront pas ouverts, les dossiers à l'intérieur seront encore un peu minces, mais vous aurez l'ensemble des perspectives, l'ensemble des éléments sur lesquels il va falloir porter regard, vous l'aurez à la fin de votre S3. Vous voyez, ça va aller relativement vite. Ok, d'accord. Alors, après, moi, si ça vous intéresse, j'ai des articles que j'ai donnés à mon groupe sur l'examen statique du rachis. Pour ceux il y a aussi sur le bilan rachis cervical qui correspond plus à ce que vous voyez en K1. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un message et après, je pourrais vous donner les titres. C'est des articles qui sont en libre service. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher. D'accord, ok. Illégaux. Je vous ai mis le lien que je voulais envoyer à Monsieur Barbet, je vous l'ai mis à tous. Ça fait partie en pédagogie, bon, c'est vraiment à l'échelle internationale, hein. C'est l'une des références, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Après, encore une fois, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est à destination plutôt des professionnels. Mais en gros, si vous voulez simplement ouvrir un petit peu, et c'est là, hein, on va revenir à un truc qui vous intéresse pas mal, c'est les examens. Et l'étudiant, si vous voulez, qui cherche par lui-même, qui est curieux, si vous voulez, qui se renseigne, en fait, ça se ressent vachement. Et lui, je vous
sûr que son oral se passe à merveille. Donc là, vous avez le site de Physiopédia. D'ailleurs, je vous invite à Physiopédia à garder le lien. Il y a quand même énormément de choses. Ça renvoie à Physiotutor. Je ne sais pas si vous connaissez Physiotutor. Je vais vous le mettre également. C'est l'équivalent, mais sur YouTube. Pareil, c'est très 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 bien fait. Bon, vous y trouverez des choses intéressantes. D'accord, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chers collègues, c'est parce qu'on a été géniaux. On est Brillant, brillant. Je peux poser une petite précision pour être sûr d'avoir bien compris. Lorsqu'on vient réaliser la technique avec les doubles inclinomètres, j'ai pas très, enfin, je ne sais pas si je dois mettre les taquets entre les deux vertèbres ou si je viens mettre le centre du goniomètre, de l'inclinomètre horizontalement devant l'épineuse à mesurer. Là, vous parlez de nos Ripstein à nous, avec les deux petits picots là en dessous. Oui. Ouais, mais c'est nos Ripstein qui posent problème. C'est parce que, si vous voulez, ce sont des Ripstein qui sont plus à destination d'articulation périphérique. Parce que normalement, il y a une antenne qui vient se greffer et qui fait objet, si vous voulez, de cible. C'est pour ça, en fait, ce qu'on pas. Normalement, un Ripstein plus classique, il est totalement plat en dessous. Là, on peut rapprocher les picots, hein, quand même. Moi, je les rapproche et... En rapprochant les picots, tu peux encadrer l'épineuse, hein. Ouais, c'est ça. Ah oui. Les picots. Les enlève en TD. Ouais, bah moi je les rapproche complètement parce que du coup ça les soulève un petit peu et du coup entre les deux picots, c'est le centre du processus épineux en fait. Ça évite de tout démonter, de perdre les picots accessoirement vu le prix des inclinomètres. Et c'est un détail. Après, 90 € un Ripstein. pardon? C'est 90 €. Ouais, c'est ça. J'ai pas donné le prix ce matin, mais ça coûte très cher. Juste, moi, je sais pas comment on utilise les inclinomètres, dans quel cadre on utilise les inclinomètres, je sais pas de quoi vous parlez. Vous l'avez pas vu, Vous l'avez pas vu en techno non plus? De quoi vous parlez? Parce que j'ai dû répondre au téléphone. Vous allez l'utiliser en techno, Manu, parce que ça permet, on l'utilise, vous allez l'utiliser aussi pour le bilan des extensibilités. C'est un moyen relativement facile de pouvoir mesurer un angle sans goniomètre, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas le centre articulaire. En fait, c'est un système avec un niveau à bulle à l'intérieur d'un cadran. Et en fait, ce cadran tourne et vous permet, en fonction de la position dans laquelle vous mettez, vous allez régler un 0. D'accord? Et le 0, par exemple, si vous le mettez, par exemple, vous voulez mesurer la flexion de genou, vous allez positionner votre Ripstein en extension de genou, et en fait, vous allez suivre la crête tibiale, par exemple, vous positionnez votre cadran à 0, vous allez demander au patient de fléchir, et vous allez avoir l'angle qu'il aura atteint directement qui va s'afficher. Ça évite parfois d'utiliser un goniomètre avec un centre articulaire aléatoire, et parfois c'est plus facile. Et par exemple, pour le bilan dynamique du rachis cervical, par exemple, notamment la flexion-extension, les rotations, c'est plus facile avec un inclinomètre parce que les repères, ils sont pas forcément faciles. Donc, c'est un autre moyen. Voilà. Oui, On va les utiliser en techno et puis en rachis aussi. On l'a vu rapidement avec les membres, le membre inférieur, mais effectivement, avec le rachis, pour l'instant, on l'avait pas. Mais vous allez vous en servir. Et en techno, c'est pareil parce que dans le bilan de la gléno-humérale ou de la scapula, ça dépend de ce que vous allez faire, vous allez aussi l'utiliser. Voilà. D'accord, ok, merci. Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport au Schober et au Schober laser, au Schober inversé, tout ce que vous voulez, par rapport à la double inclino. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la double inclino, simplement, vous mettez un Ripstein sur T12, un Ripstein sur S2, vous demandez à la personne de se pencher en avant, en arrière, et puis vous réalisez une soustraction. Lorsque vous faites un Schober, ou un Schober laser, ou ce que vous voulez, qu'est-ce que vous mesurez? On mesure la flexion totale du rachis thoracolombaire pour T12 et d'accord, je vous parle, là vous me parlez de la double inclino.
Oui. Je vous parle de Schober et de Schober-Lasserre et de Schober inversé et tout ça. Qu'est-ce que vous mesurez? L'amplitude de flexion. Vous mesurez la flexion? On mesure la mobilité dynamique du rachis. Alors, ça a un petit peu lagué, Monsieur Serre. Oui, Ah, ça. bon. Qu'est-ce qu'on mesure quand on fait Schober? La mobilité dans les vertèbres ciblés. Donc, en gros, c'est les longs. Allez. Alors, les réponses se mélangent un petit peu. La mauvaise réponse serait de dire qu'on mesure la flexion lombaire. Ça, ce serait une mauvaise réponse. Objectivement, quand on fait Schober, alors la mobilité de quoi, mademoiselle Giannini? Eh bien, ça dépend du test qu'on va choisir, mais si on fait Schober, alors à ce moment-là, on mesure la mobilité dans les vertèbres lombaires. Non. Non? On mesure le glissement cutané. Ouais, c'est la peau. C'est par l'intermédiaire du glissement de la peau que vous allez pouvoir apprécier en partie ce qui se passe. Et le glissement cutané est probablement le reflet de la mobilité lombaire. Mais ça n'est qu'un reflet. Vous ne la mesurez pas directement. Et ensuite, pouvez-vous dire, ma flexion lombaire est de, admettons que vous ayez un Schober de 5 cm, ou 6 cm même, ma flexion lombaire est de 6 cm. C'est bizarre, hein, quand on dit ça. Donc, si... Répétez ce que vous avez dit au début, parce que nous, ça a bugué, en fait. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est parce que très souvent, les étudiants, si vous voulez, déjà, ils proposent pas la double inclinométrie en examen parce que ça leur fait peur. Vous voyez, techniquement, c'est plus difficile que le Schober, donc ils restent derrière le Schober. Mais il faut bien comprendre à quoi sert le Schober. Le Schober, vous allez mesurer une extensibilité cutanée. Et cette extensibilité cutanée va être créée par effectivement la mobilité sagittale antérieure du rachis lombaire. Donc on part du principe que la mobilité cutanée est le reflet de la flexion lombaire. Sauf que Schober, entre guillemets, il va vous dire je suis à la norme ou je n'y suis pas. Mais il va pas vous quantifier la flexion lombaire. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, j'ai un Schober de 4 cm. Je suis en dessous de la norme, vous voyez? Mais est-ce que j'ai 4 cm de flexion? Je n'ai pas 4 cm de flexion. C'est pas ça ma flexion lombaire. C'est pas 4 cm. Une flexion, ça se compte en angle, en degrés, pas en centimètres, si vous voulez. Donc, on va se rendre compte que c'est un outil, si vous voulez, qui va nous permettre de savoir si ça va être un outil qui va être sensible, qui va nous dire on est globalement dans la norme ou on est globalement en dessous de la norme, et ça en nous basant sur l'extensibilité cutanée qui elle-même reflètera la mobilité lombaire. Mais la mesure qui concrètement vous donnera l'amplitude lombaire, c'est la double inclinométrie. Je dis ça parce que l'année dernière, personnellement, mon groupe, après c'est peut-être moi qui n'avais pas fait passer le message comme il fallait, mais tout le monde m'a proposé Schober. Oui, mais si on a la double inclinométrie qui est sous la main, bah la double inclinométrie, elle est bien plus performante comme information. Donc c'est bien important de comprendre ce que nous apprend Schober, c'est important de comprendre ce que nous apporte la double inclino, et encore une fois, en fonction de ce qu'on a, en fonction de la situation clinique, ben, il faudra faire des choix. Par contre, en UE7, si vous voulez, à l'examen, si la double inclinométrie est plus pertinente que le Schober, le jury attendra la double inclino. Mais ce ne sont pas deux mesures qui sont strictement identiques. Et dans les salles d'examen du E7, vous avez toujours 2 inclinomètres. Toujours. Donc il y a du rachis, vous aurez forcément 2 inclinomètres. Alors moi, je vais me projeter dans les du coup, juste pour vous dire que ça peut être un sujet de mémoire, de savoir si Schober est toujours aussi clé dans vos nouvelles générations, puisque la physionomie, oui, c'est ça, des Français a changé entre les années 60, 50 et aujourd'hui. Vous êtes plus grands,
qu'à la période où ça a été mis en place. Donc ça peut être intéressant de refaire un mémoire là-dessus pour voir si ces normes n'ont pas changé. Alors il y a ça, mais après c'est dans l'exemple que j'ai donné, par exemple ce matin aux étudiants. C'est-à-dire que là, vous faites ça sur vous, qui est à peu près normaux en termes d'IMC, qui avez une peau qui est jeune, une peau qui glisse bien, une peau qui a un plan de glissement, où il n'y a pas trop d'adipocytes dans l'hypoderme. Eh bien, en l'occurrence, par exemple, tout à fait le test de Schober, il va pas forcément être pertinent. Si vous avez une personne en surpoids que vous voulez explorer, vous allez avoir forcément un plan de glissement qui va pas se faire tout à fait correctement si vous demandez la flexion. C'est pour ça qu'il n'aura pas de flexion. Et par exemple, il peut être aussi parfaitement limité par les limitations antérieures avec son surpoids antérieur si vous cherchez la flexion lombaire par exemple. Et puis à l'inverse, dans les plans de glissement cutané là aussi, eh bien si je voulais explorer la mobilité rachidienne d'un patient qui a été brûlé et traité avec greffe cutanée, eh bien la mobilité de la peau et l'élasticité de la peau ne sera jamais revenue à la normale. Ce qui veut dire que là, c'est les capacités intrinsèques de la peau à ne pas se déformer, à ne pas accepter la déformation, eh bien, qui vont être tout à fait péjoratives. Et dans ce cas-là, eh bien, on va pas pouvoir utiliser, par exemple, un Schober si je veux pouvoir juger de la mobilité effective de tel ou tel segment rachidien, par exemple. Mais encore, c'est bien pour expliquer que vous avez le Schober à disposition. Et la taille d'ailène, ouais, c'est une chose. C'est aussi pour ça que je crois qu'il y avait eu ces adaptations de Schober-Lasser, Jérémy, c'est ça, où en général, on considère que si un patient fait plus d'1,85 m, on va plutôt faire du 15 cm plutôt que du 10, me semble-t-il. Non, mais vous avez aussi ces aspects-là. Ce qui est bien pour dire que là, vous avez un arsenal d'outils et que en fonction de votre patient, vous allez choisir lequel est le plus pertinent. Ça rejoint encore ce que dit sous une autre forme avec un autre contexte pathologique, ce que vous a dit Monsieur Martin. Et pour renforcer sur la double inclinométrie, ça vous renseigne un élément qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que la personne utilise. Est-ce qu'elle surutilise ses coxofémorales, son train porteur? Est-ce qu'elle surutilise son rachis lombaire en rapport avec le train porteur? Qu'est-ce qu'elle utilise de façon préférentielle quand elle est en flexion ou en extension? Puisqu'après, vous allez mettre des objectifs de traitement derrière et savoir qu'est-ce qu'il va falloir que je travaille le plus. Est-ce qu'il faut que je travaille un peu plus mes chaînes musculaires du membre inférieur parce qu'elles sont peut-être trop courtes ou peut-être trop longues? Est-ce qu'il faut que je travaille un peu plus mon rachis lombaire parce qu'il est peut-être trop mobile et qu'il faut peut-être lui donner moins de mobilité? Je sais pas. Et ça va aussi orienter votre prise en charge. La double inclinométrie a quand même beaucoup plus d'intérêt qu'un Schober qui va juste apporter un aspect de glissement cutané et pas vous renseigner sur qu'est-ce que la personne utilise de façon préférentielle quand elle fait une flexion, quand elle fait une extension. Mais du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, finalement, le Schober, la double inclinométrie va nous donner un renseignement ciblé sur les vertèbres lombaires. Mais pour pouvoir discriminer d'où vient le problème, on doit multiplier les tests. On ne peut pas s'en tenir que à la double inclinométrie pour pouvoir comprendre si le problème vient du rachis thoracique, du train porteur ou des coxofémorales. On ne peut pas s'en tenir qu'à la double inclinométrie ciblée sur les lombaires. On va multiplier les tests. Non, ça va vous permettre. Vas-y, Jérémy. Dans tous les cas, mademoiselle Giannini, vous verrez que nos raisonnements, les médecins urgentistes, les infirmiers, nous raisonnons toujours dans l'incertitude. C'est-à-dire que vous allez émettre une hypothèse, vous allez avoir un phénomène déductif qui vont vous conduire à une hypothèse, et il y a un moment, si vous voulez, vous allez construire votre raisonnement clinique. À travers la construction de votre raisonnement clinique, vous allez chercher à confirmer ou à infirmer certaines hypothèses. Et puis à la fin, vous aurez écarté une bonne partie des hypothèses. Et puis il y aura probablement une hypothèse que vous ne pourrez pas écarter. À partir du moment où vous ne pouvez pas l'écarter, vous l'admettez en tant que telle, si vous voulez. Mais vous êtes toujours dans un contexte d'incertitude. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous aurez la satisfaction absolue de vous dire, voilà, j'ai le test absolu qui me prouve que la déficience absolue, c'est celle-là.
c'est encore une fois, je veux dire, je touche du bois, quelqu'un a un accident de scooter, il est inconscient sur le sol, je sais pas, ça va être un scanner cérébral, une prise de sang, vous voyez, on va voir, on va voir ce qu'il y a, puis on va voir les poumons, on va voir ce qu'il y a, vous voyez. Puis à un moment, si vous voulez, vous allez comme ça, et de fil en aiguille, vous allez ensuite approfondir. En fait, c'est pareil. Et en fait, ça, si vous voulez, il y a deux manières de le voir. Soit alors on est déçu et on se dit mince, moi je voulais que 2 et 2 ça fasse 4. Et là, je me rends compte que c'est X plus Y. Mais il faut absolument pas être déçu par ça. C'est ça en fait qui est vraiment éclatant. C'est justement ce phénomène d'incertitude. Et c'est là, si vous voulez, où il y a, on dit que l'âme n'a pas de poids, si vous voulez. Et ben, il y a aussi le sens clinique. Ça n'a pas de poids. On parle pas du sens clinique. On n'évalue pas le sens clinique. Mais il y a un moment, si vous voulez, vous voyez votre patient, vous l'écoutez, vous voyez comme il bouge. Vous faites plus les bilans. Vous savez. Enfin, vous voyez, vous le voyez. Il y a un moment, si vous voulez, on va développer ça. Donc, par rapport à votre question, non. Dans tous les cas, aucun test ne pourra suppléer tous les autres. Encore une fois, ils sont chacun différents, ils ont des perspectives différentes, ils vous sont enseignés pour des raisons différentes, et à vous de nous faire confiance, probablement, de vous renseigner dans la littérature, d'être critique à l'égard de ce qu'on vous enseigne, pour vous, pour construire votre propre raisonnement, et puis de vous les approprier. Et lorsque vous serez face à un patient, eh ben vous aurez tout ça qui sommeillera, et je sais que vous prendrez les bonnes décisions. D'accord. Ok, merci. À 18h04, ça pourrait être le mot de la fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Une belle phrase comme ça, 18h04. Ceux qui ont leur caméra ouverte sont en train de te dire oui. Le couvre-feu qui s'y met dans 56 minutes. Moi, je vais aller boire une bière chez Serre. Je sais pas si ça vous dit. On a bu quelques-unes, c'est ça. Juste une, après on a passé la santé publique, et donc du coup, on a fêté le fait d'avoir rendu notre rapport et fait notre oral. On n'a pris qu'une petite. Monsieur, vous nous invitez, hein, parce que j'aurais bien bu avec vous, hein, franchement. Ouais. Vous nous mettez l'adresse? Il y avait encore de la place sur la terrasse, enfin dans le jardin, il n'y a pas de souci. Vous m'en voudrez pas, hein, on a quand même suivi le cours avec attention. Hein. C'est vrai, moi je trouvais ça cool. Hein. Donc on donne rendez-vous tous chez M. Serre. On arrive, hein. Là, je suis en train de ramener la copine, là. Permis encore. Elle a pas de permis. Il se défile. Vous me laissez 30 minutes et ça va le faire. Bon. Par contre, vous en ramenez, hein. Parce que moi, je suis un peu sec. Ah bah voilà. Il passe, en fait. Il invite et c'est les invités qui régalent. C'est quand même quelque chose, ça. Bon, monsieur, dame? Merci.